Étant donné que je n'ai pas donné mes coordonnées à M. Lee, je vais me présenter moi-même ainsi que Geneviève. Je suis Thérèse, l'autre Geneviève, et je suis professeure à l'UQAM. Avant, j'étais professeure à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne surtout dans les baccalauréats d'enseignement secondaire. J'ai enseigné longtemps dans les écoles aussi, à peu près à tous les niveaux. Et je me spécialise surtout en gestion de classe et j'ai fait ma thèse aussi sur l'insertion professionnelle. Puis j'ai étudié en 93, donc je peux vous dire que depuis très longtemps, je m'intéresse à l'insertion professionnelle. Serge Bellamy et moi, nous avons été les premières thèses qui ont été écrites au Québec sur l'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une étude qu'on a faite, Geneviève et moi, sur le mentor en ligne. Geneviève, tu peux te présenter? Non, ce sera pas nécessaire. Ensuite, Je suis en ligne, je suis étudiante au doctorat et Thérèse est la directrice de thèse. Alors, je m'intéresse à l'insertion professionnelle de façon particulière, à l'accompagnement en ligne, l'accompagnement dans des communautés de pratique en ligne pour les enseignants novices. Donc, projet qui est l'activité rattachée dans le cadre de mon travail à la commission scolaire. Donc, voilà un peu pour le contexte. Peut-être pendant que Thérèse fouille dans son sac, parce que je vois qu'il y a certains visages qui étaient là à la présentation du programme de l'insertion professionnelle de la commission scolaire de Laval ce matin, sont venus certains à la présentation que j'ai faite, qui était davantage liée à mon projet de doctorat, la conférence cause de la communauté de pratique cause avec Muriel qui est ici présente. Et cet après-midi, c'est une troisième d'une série. Où là, Thérèse et moi, c'est davantage intéressé au rôle du mentor en ligne. Donc, comment animer les échanges dans une communauté de pratique en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est, comment on intervient, c'est ce qu'on va vous présenter. À toi, Caroline. Et voilà, j'ai fait. Donc, cet après-midi, pour le court temps qui nous reste, on va vous parler de nos préoccupations de recherche. Donc, depuis un certain temps, dans mon travail, Geneviève et moi, le contexte de notre étude. Notre conception d'une communauté de pratique, je l'ai écrit un tout petit CDP, communauté de pratique. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est un mot qui est peut-être nouveau dans votre environnement, mais c'est très simple. L'animation d'une communauté de pratique, donc le mentor en ligne, l'animation d'une communauté de pratique. Quelques résultats qu'on a pu recueillir et qui vont sûrement donner beaucoup d'idées pour écrire un article et par la suite nos conclusions et on va tenter de répondre à la question. Ça fonctionne à l'envers, donc voilà. Recherche continue. Geneviève, tu me fais continuer des on travaille sur les stratégies d'accompagnement utilisant l'éthique, intégrant l'éthique. Donc, dans un premier temps, vous verrez, on a travaillé sur quoi l'analyse externe lorsqu'on intègre l'éthique en enseignement-apprentissage. Et par la suite, on en est rendu à l'analyse interne. C'est pour ça qu'on va aller voir à l'intérieur des outils qu'on a en face ce qui se passe. Donc, analyse externe, vous voyez, en 1997, tout le monde connaît ici la supervision de stagiaires. Donc, ce que j'ai fait, dans le cadre d'un cours de stage, on a jumelé un cours stage à un forum de discussion et j'ai pu superviser mes étudiants à distance. Je suis allée voir les cas problématiques dans les écoles, aucun problème à ce niveau-là, mais on a fait une supervision à distance où la distance devenait une présence. Je connaissais tellement bien les étudiants, tous les soirs, je les visitais sur la communauté de pratique. En 1998, Geneviève a repris toute cette expérience-là, toutes les données qu'on avait accumulées à l'Université de Sherbrooke. Donc, vous imaginez, l'Université de Sherbrooke, je pouvais aller superviser dans un rayon de 150 ou 200 km. Donc, c'est vraiment, quand je partais superviser, là, il y avait beaucoup de temps qu'on prenait à ce moment-là, et la communauté de pratique nous a aidés beaucoup. Et Geneviève a analysé les conditions externes, voyez-vous, de cette expérimentation-là. Et vous pourriez le retrouver, ça s'intitule « Quand les stages attrapent des types ». Et c'est dans un collectif, on n'a pas mis les références, mais c'est dans un collectif que vous pouvez retrouver au PUC sous la direction de Thierry Cassini.
En l'an 2000, ce qu'on a fait, 99, quand on est arrivé à la commission scolaire de Laval, je déménage à Montréal, je commence à travailler avec la commission scolaire de Laval en partenariat. Geneviève rentre aussi à Laval, elle avait terminé son mémoire de maîtrise et elle a fait son doctorat dans un projet où, vous en avez entendu parler ce matin, où on a développé une communauté de pratique, mais pour les enseignants débutants de la section professionnelle à la commission scolaire de Laval. Pour ceux et celles qui étaient à la conférence de Geneviève ce matin ou à la présentation du programme de la commission scolaire de Laval, tout ce dispositif-là a été présenté. Donc, je n'y reviendrai pas ici. Vous irez visiter là, sur le site de la commission scolaire de Laval. Et l'analyse interne, sur quoi on se penche actuellement au niveau des interventions. Donc, que se passe-t-il? Quels sont les comportements du mentor, des mentorés à l'intérieur même là, des forums de discussion des communautés de pratique? Et en 2003, on a écrit un article suite à une analyse qu'on a faite de la communauté de pratique aussi, sur le potentiel de la communauté de pratique comme outil de collégialité pour développer la collégialité, le développement professionnel chez les enseignants. Et cet article-là a été publié dans le collectif de Colette Daudelin. Colette Daudelin, nous dirigeons ce collectif-là, qui est aussi publié au PUC. Donc, c'est un chapitre encore à l'intérieur d'un collectif. Ça va bien? Non, attendez, là, je recule toujours. Donc, le contexte de notre étude, on en a parlé beaucoup ce matin. On s'adresse à la portion du développement professionnel des enseignants en statut précaire. Donc, vous voyez là, très bien avant la permanence, où est-ce qu'on peut se situer. Et on trouve que dans ce range du développement professionnel, le mentor en présence a des limites. On n'abolit pas le mentor en présence, non. Hein, c'est vraiment une mesure complémentaire. Des limites au niveau du temps. Vous savez très bien que lorsqu'on passe dans une école comme enseignant, on en parle depuis hier, hein, les enseignants qui sont en transit. Tout à l'heure, Mme Léry-Hôtel disait qu'il y avait quand même 40% des enseignants que ça leur prenait en moyenne 7 à 10 ans d'en obtenir la permanence. Donc, on peut s'imaginer que ces enseignants-là, ils n'ont pas d'école d'attache. Ils n'ont pas de lieu d'appartenance. Donc, c'est difficile au niveau du temps, au niveau des lieux, de se rencontrer aussi. Ils rentrent, ils sortent de l'école, etc. Et garder les traces des échanges aussi. Hein. C'est souvent informel, on fait ça dans le corridor. On en a parlé ce matin avec M. Gingras sur la relation qui pourrait exister entre mentor et mentoré. Il y a des relations formelles, il y a des relations informelles, etc. Je suis allée à sa conférence ce matin, M. Gingras, c'était fort intéressant, on fera des liens tout à l'heure aussi. Et on se situe aussi dans le programme d'insertion professionnelle, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, une communauté de pratique qu'on a appelée pause. Venez prendre une pause, les enseignants viennent prendre une pause, et vous les avez vus ce matin aux communications 101 ou 101. Pourquoi une communauté de pratique? Eh bien, ça, je m'en suis inspiré beaucoup des présentations qui sont faites ici à la Maison des technologies sur la rue Sherbrooke, à Montréal. C'est le centre du CEFRIO. Peut-être que vous avez entendu parler du CEFRIO. Thérèse Laperrière fait beaucoup de recherches avec ce centre-là. Mais allez sur le net, CEFRIO fait d'excellentes recherches sur les communautés de pratique. Donc, l'avantage, c'est l'apprentissage en 3J. Dans une communauté de pratique, un forum de discussion. Je vois M. Gingras faire oui de la tête. Ça, on va voir ça beaucoup dans le privé. Quand on travaille avec les vice-présidents, avec Bell Canada, avec Hydro-Québec, etc., vous verrez la CSSP, l'Ordre des infirmières aussi. On va parler beaucoup du 3J. Juste à temps. Un enseignant a besoin juste à temps, à un moment donné. Il a besoin juste assez. C'est pas le temps de lui raconter une histoire en étant sur lui. Puis il a besoin juste pour lui. Vous allez me dire c'est égoïste, mais quand on est en survie, comme beaucoup de situations des enseignants débutants, je pense qu'il faut leur offrir un outil de cet ordre-là. Ne serait-ce que 20% des enseignants. Hein, vous allez me dire que c'est peu par rapport à 80%, mais nous, on se préoccupe du 20 ou 30% qui sont en transit. Je m'adresse vraiment à vous. Valorisation. À chaque fois qu'un enseignant apporte quelque chose sur une communauté de pratique, il est valorisé, parce que c'est son nom qui est accroché. Réduction des erreurs. On ne répète pas, on ne réinvente pas toujours le bouton 4 trous, il existe déjà. Donc, on est toujours en train de réinventer à chaque année. Gestion des savoirs d'expérience. Les enseignants développent des savoirs d'expérience dans leur école respective, et ce savoir-là, on le perd. Hein, vous voyez la vie du portefeuille, offrir la profession en héritage, mais derrière tout ça, quand on quitte, on a un héritage à laisser. Les pratiques sont bonifiées.
Et vous verrez, promenez-vous dans un forum de discussion, dans une communauté de pratique, c'est incroyable, on se valorise de part et d'autre. Il y a un stock de savoir qui est beaucoup plus riche, il y a des débats d'idées éclairants, etc. Aussi, ça augmente le goût du risque. Étant donné que je ne suis pas toute seule dans cette situation-là, qu'il y en a d'autres comme moi, évidemment ça, il y en a d'autres comme moi, donc à ce moment-là, je peux oser m'avancer publiquement dans la communauté de pratique et dire ce que je fais dans ma classe, et dire que j'ai des problèmes de gestion de classe, etc. Donc, ça va stimuler aussi l'innovation et la créativité. Vous verrez, Geneviève en a sûrement parlé, il y a des enseignants débutants, c'est incroyable. À l'aide de Muriel, ils ont dit, ben, moi je fais le tableau, je fais le conseil de coopération, l'autre dit, mais moi je l'ai fait comme ça, etc. Donc vous voyez tout un enchaînement qui se produit entre les enseignants, et ça développe aussi le sentiment d'appartenance. Vous voyez, les enseignants se réunissent dans cette communauté-là, donc ils s'appartiennent à un moment donné en un groupe. Je continue. Il faut que je fasse quelque chose sur la tête. Et c'est quoi une communauté de pratique? Donc, vous le verrez très très bien aussi dans le livre d'Audrey Hainaut, le dernier qu'on a publié sur l'éthique intégrée à l'apprentissage, enseignement-apprentissage, je ne sais pas le titre exact, là. C'est un lieu de co-construction de connaissances, par l'entraide et la collaboration. Un enseignant dit telle chose, le mentor ajoute, d'autres enseignants ajoutent. C'est incroyable la synergie qui peut se passer à partir d'un seul message. On voit très très bien la co-construction des connaissances, là, un travail en un co-travail. C'est un potentiel pour favoriser l'apprentissage entre les participants, c'est l'objet de la thèse de Geneviève. Et dans ce cas-ci, nous, c'est l'insertion professionnelle, on s'intéresse, on peut apprendre à enseigner lors de l'insertion professionnelle à l'intérieur d'une communauté de pratique. Et ce qui est bien, bien important, c'est sur ça qu'on va mettre vraiment le point, c'est un lieu dans lequel l'animateur va jouer un rôle de guide on the side. Animateur en retrait. Si à toutes les fois que l'enseignant débutant pèse un bouton, qu'on lui donne un truc, une réponse, il va revenir, il va lui créer ce genre de relation qu'on va développer. Donc nous, on va aller vers autre chose, puis le modèle qu'on va vous présenter, c'est toujours une cercle jaune, j'aime bien, c'est toujours là. Une communauté pratique, je dirais que c'est un forum de discussion évolué. Donc, il faut penser tout simplement à un forum, puis ajouter un petit plus à ça. On pourrait vous montrer la structure d'une communauté de pratique, mais là, ce n'est pas l'objet de notre présentation. Selon Wenger, qui est maître dans ce domaine, moi je vous invite à lire les livres de Wenger sur communauté de pratique, c'est un groupe de personnes qui partagent des préoccupations, des problèmes, une passion à propos d'un thème et qui approfondissent leur savoir et leur expertise dans ce domaine en interagissant sur une base régulière. Et je peux vous dire, oui, que c'est régulier quand mes stagiaires venaient sur la communauté de pratique, je pourrais vous dire, il y en a c'était 10 fois par semaine, ça dépendait des personnes, il y en a d'autres c'était 2 fois, mais la base était quand même régulière. Et le facteur de succès, et c'est pour ça qu'on en parle, qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est la qualité de l'animation. Une communauté de pratique va mourir s'il n'y a pas d'animation, et dans l'animation, il y a des compétences à animer. Allez, Julia. Je veux Alors, comment on peut accompagner, comment on peut faire apprendre dans une communauté de pratique? C'est là un petit peu le défi. Comment, entre autres, les questions qu'on s'est posées au début, comment on peut susciter l'intérêt, comment on peut susciter la motivation, quel rôle l'animateur doit jouer, on a déjà donné les pistes, et quelles sont les compétences nécessaires pour intervenir. Si vous voulez, c'est des questions que nous nous sommes posées à la base et qui ont guidé un petit peu notre réflexion. Ce qui nous a beaucoup rassurés, c'est de trouver dans les écrits, dans les auteurs qui nous disaient que animer une communauté de pratique, animer un forum de discussion qui est l'outil d'une communauté de pratique en ligne, c'est un art qui comporte des principes, des règles, des stratégies, et tout ça peut être appris. Alors, on a trouvé, si vous voulez, un modèle, on n'a pas la prétention de l'avoir inventé, quelqu'un y a pensé avant nous, Salmon, qui a écrit un livre sur le e-mentoring, donc le mentorat en ligne, et lui a développé un modèle en 5 niveaux pour favoriser l'accompagnement et l'apprentissage des enseignants dans une communauté de pratique. Donc, c'est ce modèle-là que l'on va vous présenter qui va vous permettre de voir un petit peu quelle est la progression, comment on peut amener l'enseignant novice à se développer, à passer de l'anomie à cette idée de communauté, de faire groupe dans une communauté de pratique. Avant de passer au modèle comme tel, je vais vous inviter à prendre votre document.
À la carte, je crois que c'est la deuxième page, classification des extraits. L'avant-dernière. Madame, c'est l'avant-dernière. Et vous voyez ici le mot qui est sur la diapositive, développement socio-professionnel. Hein, on parle beaucoup de développement professionnel, mais ici on va être plutôt dans le socio-professionnel. Le premier stade, bon, ce qu'il a fait, Salman, c'est qu'il a vraiment établi une genre de gradation, de progression dans une communauté de pratique. Une communauté de pratique, c'est évolue. Il y a vraiment une courbe comme ça, elle redescend et elle peut chuter aussi très rapidement si on la maintient pas. Elle doit repartir. Donc, elle fait une genre de sinusoïde comme ça. Et ici, vous avez le premier stade, qui est l'accessibilité et la motivation. Vous avez des comportements ici sur votre copie. Deuxième stade, on va juste regarder les différents stades, après ça, on ira voir les comportements. Socialisation en ligne. Échange d'informations. Construction de connaissances. Développement professionnel. Il y a des rôles du mentor qui s'attachent à ça. Et il y a des comportements aussi professionnels qui s'attachent au mentorat. Donc, vous voyez, au niveau de l'accessibilité et motivation, le mentoré va être dans un état individuel. Il rentre sur la communauté de pratique sous forme d'anonymat. La plupart du temps, c'est anonyme. Ils ne se connaissent pas. Vous verrez, à Laval, à la commission scolaire de Laval, ce qu'on a fait, ils entrent par la porte d'un pseudonyme. C'est qui parle, etc. Et on s'est aperçu que les jeunes échangeaient beaucoup plus. Je dis les jeunes, excusez-moi, c'est les jeunes enseignants dans la salle. Pour moi, c'est les jeunes. Et l'anomie, vous chercherez dans le dictionnaire, vous verrez, c'est quand il n'y a pas de règles, le groupe n'est pas formé, on est tous des unités, un à côté de l'autre. C'est vraiment pas organisé. Et là, vous voyez le comportement, il commence à coopérer quand on les socialise. Mais derrière tout ça, il y a un mentor qui chemine avec ses mentorés. Il y a la collaboration qui s'installe. Après la collaboration, consolidation, on crée. La création, c'est créer des nouveaux objets de connaissance. Et quand ce qui se passe dans la communauté, on voit des créations d'objets de connaissance. Geneviève, à un moment donné, a injecté quelque chose, Geneviève l'a transformé, des enseignants débutants ont ajouté, puis en bout de ligne, ça a donné un nouvel objet. Et ça, on est capable d'y suivre à la place. Et vous voyez, à la fin, la dernière, on amène nos mentorés vers un autodéveloppement. Et ce qui se passe aussi, c'est que le mentoré part d'une situation anarchique un peu, à la communauté, comme Geneviève disait. Il part d'un état de dépendance, parce qu'il vient sur la communauté pour avoir des trucs. Il faut qu'on lui donne constamment. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire comme rôle. Ah, ça, je vais le faire. Je vais faire un petit travail d'équipe, mais on n'a pas le temps. Donc, au niveau de l'accessibilité, ici, vous voyez, ça revient à peu près à ce que vous avez sur votre feuille, mais il est un petit peu plus défini ici. Et ici, c'est le stade du soutien technique. Il faut vraiment que vos enseignants, ce que vous démarrez une communauté de pratique, vos enseignants, vos participants, je vais le faire avec la direction d'école, mais ici, à la commission scolaire de Laval aussi. Peu importe, on l'a fait avec la CSSP, on l'a fait avec les infirmières. Vous allez voir les communautés de pratique actuellement là, qui ont été se sont révélés des potentiels pour le développement, la formation continue. Il y a quand même pas mal d'études avec les restes intérieurs là-dessus. Le soutien technique, insertion initiative. Il faut vraiment initier aussi nos participants, les accueillir. On a vu ce matin avec M. Gingras le stade de l'accueil. Comment l'accueil est important. On a vu partout des mécanismes d'accueil, comment c'est important. Je vais parler de la situation anonyme. L'émergence du potentiel. C'est là que la communauté va lever ou non. C'est à ce stade-là. L'envoi du premier message marque la fin de ce stade. Donc, vous avez vu, là, ici, vous voyez sur votre feuille le premier stade, regardez-le bien, c'est pour ça que je vous l'ai donné. J'ai de la difficulté à m'écrire les deux maintenant. Le rôle de l'animateur. Il y a un rôle à jouer, l'animateur, à ce moment-là. Bon, vérifiez l'accès à l'ordinateur. Vous imaginez, vous avez des enseignants, vous avez des infirmières répandues partout dans le Canada, ils n'ont pas accès à un ordi. Il faut qu'ils se rendent à la bibliothèque, etc. Bon, j'arrive de l'Afrique, ça se fait très bien dans les cybercafés aussi. Hein, vous en avez partout au Maroc, en Algérie, même en Guinée, ça se fait assez bien aussi. Initié à l'environnement par une rencontre en présence.
Nous, on avait de la chance, on a 2 spécialistes en psych qui connaissent très bien ça, Muriel, Pierre, même 3, Geneviève, et ils ont initié les participants, expliqué les règles de participation. On ne s'en va pas dans une communauté de pratique, c'est plus fort rare, hein, qu'on fait n'importe quoi là-dedans, qu'on dit n'importe quoi. Là. Il y a une cible, vous avez vu la définition de Wenger tout à l'heure, il y a vraiment, c'est des buts partagés, hein, des buts communs. Les avantages, je pense qu'il faut présenter aux enseignants, aux participants, mais c'est quoi les avantages de participer à une communauté de pratique? Vous avez entendu la jeune hier sur la vidéo, celle avec les longs cheveux, elle fait partie de cette communauté-là depuis le début. Et je peux vous dire que c'est en partie, c'est ça qui l'a aidé énormément à poursuivre, partir du secondaire, être au primaire, faire je ne sais pas combien d'écoles, une dizaine d'écoles, etc. Avoir un bébé entre-temps, et voilà. Préparer le message d'accueil. On va aller voir concrètement de quoi ça a l'air. Alors, on voulait juste vous permettre d'illustrer quelques exemples. Je ne vous lis pas nécessairement, je vais juste montrer à l'écran. Pendant que vous lisez, tout simplement vous dire que, comme Thérèse le disait, voici des exemples que des mentors ont dit, ont fait, ont écrit dans la conférence, dans le forum de discussion. Donc, essentiel au point de départ pour permettre de bien démarrer la conférence, de faire en sorte que la communauté, comme le dit Thérèse, va lever et va ouvrir. Vous avez ces extraits d'intervention dans votre recueil de notes aussi. Vous regarderez, ici c'est l'extrait 15 et l'extrait 24. Dans votre liste, là, vous avez une liste des extraits. Vous pouvez mettre à côté de 15 et 24, stade 1, si vous voulez vous retrouver. Mais ça va être facile pour vous après de faire l'exercice, de voir où ces extraits-là, où ces comportements d'animateurs pourraient se retrouver. Règles de participation. Alors, vous avez des exemples d'intervention, de messages initiaux. Vous avez également, il est parfois intéressant de présenter les règles. Alors, nous, on en avait que 3, puis en fait 4, vous les avez en gras. L'importance de rédiger et de passer une situation d'insertion. On les invite à porter des titres accrocheurs, à mettre des titres accrocheurs pour faciliter la lecture, de lire les messages envoyés, de répondre et de retourner, de revenir, des fois, nous font part de situations problématiques, de retourner du feedback, c'est-à-dire qu'une semaine plus tard, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, faire le suivi. Alors, c'est des façons d'accrocher les enseignants et de faire en sorte qu'ils vont passer au stade 2, qu'ils vont voir qu'il y a du potentiel et qu'ils vont être intéressés à poursuivre dans la conférence. Et vous voyez, moi, une adaptation de ceci, c'est que dans les cours, je vois qu'il y a des professeurs de l'université ici, c'est bien certain, comme disait aussi Thérèse Lacarrière, il faut donner un bonus à ça. Donc, moi, je mettais 15 points pour règles de participation. Et c'est très facile d'évaluer aux étudiants. C'est triste à dire, hein? Ils nous mentent, ça compte-tu, même à l'université. Donc, quand ça compte, ils le font. Alors, un exemple d'un message d'accueil qui rappelle un petit peu tout le projet. Alors, qui est là pour permettre aux enseignants, des fois qui n'ont pas assisté à la présentation, l'ami d'une amie qui se joint. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un message d'accueil qui est là en permanence, qu'on avait appris, je pense, à lire en premier, si j'ai bonne mémoire. Donc, qui permet tout de suite aux nouveaux de bien situer leur intervention, parce que vous comprendrez qu'on avait des enseignants qui s'inséraient à tout moment dans l'année, puisque certains ont le premier contrat en octobre, d'autres en novembre, et ainsi de suite. Donc, ça aide à faciliter, si vous voulez, la motivation des participants quand ils savent de façon plus concrète ce dans quoi ils s'inscrivent. Vous voyez toutes les règles d'éthique, Le deuxième stade, vous l'avez sur votre feuille aussi, donc socialisation en ligne. Vous voyez, on assiste à la formation du groupe. Là, on passe à un autre programme, un autre niveau de socialisation. Ça s'installe en précisant la base des interactions. C'est une culture en ligne à développer. C'est pas la même culture qu'en présence en salle, mais on est en présence en absence. Vivez-le, vous verrez. Donc, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est bien important dans le rôle de l'animateur. Poster un message de bienvenue, présenter son rôle, et ainsi de suite. Valoriser le premier message, revenir régulièrement. Dès le début, il faut être prêt à faire présent sa communauté. Sinon, elle ne vole pas, elle ne lève pas. Encourager, valoriser, vous voyez, dès le départ.
On ne met pas là, de donner des solutions, là, vous voyez. On est en train de modeler une culture en ligne à développer. Alors, comment on fait ça? Alors, on souhaite la bienvenue. On rassure, on rassure en disant qu'il y aura toujours là quelqu'un pour répondre. L'extrait 25 dans le bas, on encourage les participants à venir. On renvoie la question aux autres pour essayer de faire en sorte que les enseignants novices interviennent entre eux. Alors, c'est le début, je dirais, du nom du stade, de la socialisation en ligne. Là, ils commencent à avoir des buts de formation. Vous avez toujours ces extraits-là dans votre document. Hein? Le stade 3, là, on commence à échanger de l'information. Vous voyez, on a commencé à former le groupe, là. Là, on sent qu'on est un groupe, mais là, on va échanger à présent. Et c'est le stade où on reçoit, on donne. Donc, on procède toujours par modelage, hein, le modeling, l'apprentissage social. La coopération pareil. On coopère, on donne à l'autre, on ne fait pas ensemble, là. On fait juste se donner des morceaux. Maturation du groupe, on l'observe, c'est vrai que le groupe se développe. Partage de but commun. Hein, toi, tu fais ça. Oh, ben moi aussi, dans ma classe, là, vous voyez, on m'a donné des petits noyaux de première année. L'enseignant sont en première, l'enseignant sont dans les spécialités. Moi, je vis la même chose que toi, etc. Et regardez le rôle d'animateur. Guider, valoriser encore. Aider à se retrouver dans la masse d'informations. Il va falloir, à un moment donné, que l'animateur en ligne soit capable d'archiver des messages, créer une FAQ, une foire aux questions, les fameuses questions récurrentes, tout ça, je ne les laissez pas sur la communauté, à un moment donné, vous allez être capable de créer une FAQ, dans ce sens-là, foire aux questions, et vous donner le ton aux interventions. On est obligé avec notre stagiaire, à un moment donné, d'intervenir, parce que c'est assez cru, ce qui se disait par rapport à certains enseignants associés, vous voyez, ou face à certaines directions d'école, hein, donc là, l'extrait, vous le ramenez. Et les extraits, je veux dire? Alors, des exemples, des fois, le rôle du mentor est également, 2 et 11 dans votre d'initier des discussions. L'échange, des fois, peut venir aussi des mentors. Les mentors peuvent initier des discussions suite à des discussions antérieures, des points qui ont été mentionnés, comme on avait eu tout un échange sur les cahiers d'exercice. Alors, un mentor a repris cette idée-là pour en faire initier une discussion. Et il y a aussi, on s'est donné un petit peu comme engagement d'essayer de toujours terminer par des exemples, des questions. Quand on termine un message dans le bon par des questions, souvent, l'enseignant, ce qu'il va lire, c'est les premières lignes, les dernières lignes, c'est ce qu'il a en mémoire. Donc, en terminant par une question, souvent, c'est ce qui fait en sorte que l'enseignant va aller cliquer sur répondre, donc va répondre à la question et va ensuite parler de lui, de son vécu. Alors, c'est des façons, des exemples d'intervention qui peuvent vous aider à cette situation. D'autres exemples, alors cette idée d'aller voir, comme le dit Thérèse, retourner dans les archives, les anciens messages, vous avez le nom de la section d'archives dans les échanges. Des fois, de demander, un enseignant raconte une situation, il y a des choses qu'il n'a pas dites, il y a des choses qu'il n'a pas expliquées. Alors, quand on veut modeler des types d'intervention, on essaie aussi de pointer. Le deuxième, j'aimerais te demander si tu peux expliciter. Peux-tu m'en parler davantage? Alors, l'enseignant se sent considéré et il veut ensuite revenir pour en discuter. Alors, évidemment, aussi, des fois, on envoie des petits messages pour dire « Coucou, comment ça va? Donne-nous des nouvelles si tu as fait des trouvailles. Après 10, 15 jours, on ne voit plus l'enseignant. Alors, raconte-nous comment tu auras investi ces idées. » Alors, c'est un type de message qui favorise la socialisation. Et là, je vais revenir au stade 2 et 3. Si on fait le lien avec la présentation de M. Gingras ce matin, vous avez vu le stade 2, regardez sur votre document, la socialisation en ligne. Si je fais un lien avec M. Gingras, on pourrait appeler ça le rôle relationnel du mentor. Donc là où on crée le climat de confiance, on réfléchit ensemble sur ces expériences. Et ici, le stade 3 qu'on vient de voir, on pourrait l'appeler le rôle informationnel du mentor. Vous voyez, faire progresser le mentoré dans sa compréhension de ses besoins, de ses buts, etc., on sert de modèle. Et là, on est rendu au stade 4 que vous avez toujours sur votre document. Et ici, vous voyez, là, on commence à co-construire ensemble. Mais ça a pris du temps, vous avez vu le chemin qu'on a parcouru. Donc, si vous regardez sur votre document, c'est à peu près ce qu'on y retrouve ici.
On construit les connaissances plutôt que des disséminer, hein, des mettre bout à bout, que ce soit linéaire. Là, on est beaucoup plus dans un processus circulaire. On négocie aussi. Vous verrez les enseignants négocier entre eux ce qu'ils viennent de dire. Et ça, c'est fort. Et il y a une cristallisation des connaissances. Au lieu qu'elles soient tous éparses, elles commencent à se cristalliser, donc une consolidation. Et là, on collabore, c'est-à-dire qu'on fait ensemble. Et moi, ce que j'aimerais, ou on pourrait en arriver un jour, c'est de faire de la planification en ligne. Vous savez qu'au niveau du Québec, à 8 heures, un lundi matin, tous les profs de maths peuvent peut-être, 80% des profs de maths au secondaire peuvent enseigner la même chose. On répète, on réinvente toujours notre planification. Heureusement qu'on a de toute excellence cette fois. Donc, regardez le rôle de l'animateur. Et c'est des habiletés, des attitudes vraiment essentielles. C'est pas facile là, de recentrer les échanges. Quand on s'en va à l'UPAA, on ramène. Faire des liens entre la théorie et la pratique. Si on en faisait un petit peu plus de liens, peut-être que nos enseignants débutants auraient dit j'ai rien appris à l'université. Hein? Peut-être que nous, il faudrait commencer pour travailler dans ce sens-là aussi. Éviter à apprendre les uns des autres. Bien, Muriel m'a dit ça, Geneviève m'a dit ça, voyez-vous, ensemble, s'écouter, apprendre de l'autre. Moi, je pense que tout ça, ça passe. Puis, ici, le rôle du mentor, savoir rester silencieux. On l'a fait, hein? On était des fois, je regarde Bernadette à l'arrière qui était mentor, on était silencieux des fois 2-3 jours, on disait bien sa communauté, puis on laissait aller nos jeunes. C'est fort intéressant de les voir aller. Allons voir dans les extraits. Il faut comprendre qu'au stade 3, l'échange d'informations, ils ont compris, les enseignants novices, que ça leur apporte quelque chose. Ils vont revenir, on a souvent plus nécessairement les motiver, on les a accrochés. Là, on peut commencer à parler du sérieux. Alors, en faisant des choses comme je suis bien d'accord avec toi, on recadre, on recentre, remets-toi au conseil de coopération peut-être, que faire d'autre? Alors, là, on essaie d'ouvrir la porte d'autres suggestions dans ce message-là. Cette idée aussi, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais j'appuie leurs conseils à 100%, les conseils des autres enseignants novices qui ont été dits. Et là, on peut ouvrir la porte avec 1 ou 2 ou 3 conseils qui n'ont pas encore été dits. Alors, un retour aux archives. Alors, cette idée, si on co-construit, on part de quelque chose, et ça s'est déjà dit l'an dernier, alors je t'invite à consulter les archives. Tu pourras découvrir des réponses aux questions que tu te poses. Et on peut aussi également faire le lien en disant il y a eu ça l'an dernier, cette année ou dans d'autres contextes, voici de nouvelles ressources qui se sont ajoutées. Alors on peut bonifier, ce qui fait qu'on n'a pas à garder un grand coffre, une grande filière avec toutes les informations que l'on doit renvoyer toujours pour co-construire avec les enseignants. C'est le stade 5, Thérèse? Oui, toujours faire le lien, nos extraits. Le dernier, je pense qu'il faut amener nos enseignants à ce niveau-là, ou nos vice-présidents, ou peu importe les participants qui sont sur la communauté pratique. C'est un stade qui doit conduire vers le public. Il ne faut vraiment plus qu'à ce niveau-là, nos enseignants soient dépendants de nous. Donc, on va s'appuyer sur le savoir personnel. Vous avez vu tout à l'heure quand on disait là, bon, la valorisation. Ce que je produis dans la communauté pratique, c'est accroché à mon nom. C'est moi qui réseau que je produis ici, là. Ou un autre enseignant, etc. Donc ça, c'est très valorisant. L'expérience de vie. Être auteur plutôt que consommateur à ce stade-là. Et ça, c'est clair. Si on permet nos enseignants là, vraiment, je peux vous dire que la formation continue après, c'est parti. On voit la pensée critique, à réfléchir sur le travail en ligne, à s'entraider. On a vu avec M. Gingras ce matin, on parlait de facilitation, de confrontation. Confronter un enseignant dans ses pratiques, c'est pas l'affronter, hein? C'est lui permettre de voir clair là, dans tout ce qu'il fait. Faire un bilan de ses apprentissages, réfléchir sur sa progression. Je suis partie de là, je suis rendue là. Mais si ça stagne, aussi on réfléchit là-dessus. Donc, vous voyez le dernier. Alors, un petit exemple de message qui a été envoyé par un mentor. D'autres exemples seraient d'amener en fin d'année les enseignants à relire tous leurs messages, à dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez pris conscience. Comme le forum de discussion est un lieu public où les messages sont gardés en permanence.
Alors, c'est un exemple qui permet d'amener les enseignants à prendre conscience de leur développement professionnel. Et il est du rôle du mentor, souvent, un petit peu d'amener les novices. Et si on le fait bien, nous, on peut dire ça fait 4 ans maintenant, puis on a des novices qui, à chaque année maintenant, le font tout seuls, par eux-mêmes. Donc, ça fait la boucle, si vous voulez, des 5 stades de développement. Et ce dernier stade-là, on pourrait l'appeler, j'ai bien aimé, je me rappelle toujours, M. Gingras, parce que dans les modèles scolaires qui étaient ici, Collège Gervais, aussi on pourrait prendre le modèle de Collège Gervais. Colette avait fait sa thèse sur les différents rôles des mentors aussi, Collège Gervais de l'Université de Montréal. Ici, on est dans un rôle transformationnel. Vous voyez, je préfère ma transformation que évolution. C'est pas tout à fait la même chose. Hein? Oui? À 45, il nous reste encore 5 minutes. On essaie de passer à travers. 5 minutes. Donc ici, c'est juste quelques statistiques globales par rapport à notre expérimentation. Donc, vous voyez la durée, 3 ans plus ou moins, les participants, le nombre de messages qu'on a analysés, puis le nombre d'interventions des mentors, 34% environ de l'ensemble des messages. Donc, c'est très bon, hein, parce que si les mentors étaient à 80% comme on était parti au début, je peux vous dire qu'on était 4 mentors sur un enseignant. On a changé de vie, hein. On voulait trop. On les écrasait, on les étouffait. Vraiment, la dépendance, on la créait. Là. Ici, ce qui est intéressant, vous allez prendre le grand tableau, c'est le tableau central, ce sont les résultats. Donc, prenez le tableau des interventions des mentors, selon les stades. J'essaie de vous l'expliquer rapidement, et vous avez tous les résultats. Je fais comme je fais en micro-enseignement, quand je donne les cours de micro-enseignement avec mes étudiants à l'université. Donc, ici, le stade 1, on l'oublie, je vous ai mis dans le stade 1, c'est quelque chose qui a été fait de façon systématique, ce tableau-ci. C'est Muriel et Geneviève qui ont fait ça avec nos enseignants. Le stade 2, vous avez les résultats qui sont là au niveau de 4 mentors. Oui, une minute. Vous regardez les points positifs, les points améliorés. Dans ce tableau-ci. Le stade 3, c'est la même chose, je vous explique juste le tableau et vous le regarderez seul à tête reposée parce qu'il y a énormément de données là-dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que d'un côté du stade, j'ai mis les points positifs, de l'autre côté, on a mis les points améliorés, pas les points négatifs, toujours par rapport au rôle du mentor. Et ainsi de suite. Les résultats sont là. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les présenter. Oui, et je termine avec la question. Et ici, vous voyez les points par rapport à chacun des stades. C'est vraiment le tableau que vous avez. J'ai fait ressortir le point le plus faible, le point le plus fort. Moins, plus. Donc, vous voyez, c'est se présenter, c'est plus faible. Le plus fort, c'est valoriser au niveau du stade 2. Du stade 3, c'est faire rapporter des réponses reçues. Ils ne nous reviennent pas avec leurs réponses, les enseignants qui ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Réagir en valorisant tous les efforts. Au stade 4, apprendre des autres, c'est faible. Synthétiser, c'est faible. Le plus fort, c'est suggérer. Et faire un bilan, là, ça c'est faible, l'importance des autres. Juste faire remarquer à quel point, là, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant, à quel point il est difficile d'atteindre le stade 5, comme vous pouvez voir. C'est difficile d'animer en ligne, c'est difficile de favoriser le développement professionnel en ligne, ça demande de l'investissement, mais s'il y a progression, c'est là qu'on peut arriver à assister le développement ou à encourager les enseignants novices à prendre en charge leur propre développement professionnel. Conclusion. Donc, le modèle que l'on vous a présenté peut servir de balise pour animer, pour guider, pour former d'éventuels mentors que vous serez peut-être, que vos collègues seront peut-être, mais ça peut vous servir parce que les colonnes à animer, si vous voulez, à faire un portrait des mentors un outil de formation aussi pour les mentors. Et selon nous, quelle est la stratégie gagnante pour mettre en place, pour favoriser l'insertion professionnelle? Alors, vous avez là la stratégie sous les yeux que l'on vous propose à la lumière des travaux que nous avons réalisés. C'est de mettre en place une communauté de pratique en ligne comme stratégie complémentaire. Notez bien le complémentaire aux autres stratégies déjà mises en place. Voilà.